Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de mon élevage, simplement parce qu'on voit beaucoup de réactions, notamment sur la dernière vidéo que Mélo a fait de son room tour. Les gens qui regardent ne comprennent pas forcément ce qu'est un élevage éthique, ce que ça implique, si on en vit, etc. etc. Donc du coup j'en ai profité sur Facebook pour vous demander de me poser quelques questions qui vous venaient le plus souvent. Je vois que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je vais répondre à une série de questions. Alors je ne réponds pas à tout, simplement parce que d'une part je veux que cette vidéo reste courte, et d'autre part parce que j'ai déjà répondu longuement à certaines de ces questions dans deux vidéos séparées. Je vais vous mettre les liens en bas dans la description de la vidéo. Donc il y a une interview qui a été faite par une autre chaîne YouTube, il y a une FAQ qu'on a fait avec Mélo il y a, je pense qu'il y a un an maintenant. Ce à quoi je ne réponds pas dans la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos parce que probablement que je réponds à ces questions là dans les autres vidéos. Alors c'est parti. Comment et pourquoi avoir démarré l'élevage? Depuis combien de temps fais-tu de l'élevage? Je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai beaucoup parlé, je pense que c'était dans la vidéo de FAQ. Donc j'ai commencé en 2003. J'ai commencé parce que j'ai découvert que les éleveurs de hamsters existaient avec un éleveur éthique, une éleveuse éthique. Je suis vraiment tout de suite rentrée dans le sujet. Les hamsters, ça a toujours été une passion chez moi depuis que je suis gamine. Le fait de découvrir qu'il y avait des éleveurs, parallèlement j'ai découvert tout ce qui allait avec. Donc j'ai découvert la génétique, j'ai découvert le bien-être des hamsters, j'ai découvert plein de choses, et j'ai découvert les éleveurs avec qui, notamment pas seulement de hamsters, mais avec qui j'ai créé des liens directement. Et c'est vrai que tout ça m'a mis un petit peu dans le bain directement. Seulement à l'époque évidemment c'était pas suivi comme on a maintenant, c'était il y a longtemps, donc on n'avait pas forcément les mêmes infos que maintenant, donc c'était beaucoup à tâtons. C'est vrai que je fonctionnais beaucoup par expérience personnelle, et forcément les expériences personnelles, comme on n'arrête pas de vous le dire, c'est vraiment quelque chose qui va provoquer plus de problèmes qu'autre chose. Mais à l'époque c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Du coup voilà, j'ai commencé un petit peu l'élevage à l'aveugle en étant quand même aidée par quelques éleveurs et éleveuses, mais j'étais pas suivie personnellement par l'un d'entre eux. Du coup je n'allais vers eux que quand j'avais une question très spécifique, et je voulais pas non plus trop les embêter. Donc, et c'est pour ça que je suis super insistante actuellement quand quelqu'un veut se lancer dans tout ce qui est projet d'élevage et planification. Vraiment avant il faut penser à tout, parce que sinon ça mène à des situations qui sont parfois compliquées. Pourquoi j'ai démarré l'élevage? Parce que j'ai trouvé ça passionnant de voir que le hamster d'élevage se développait différemment, de voir qu'il y avait énormément de variétés qu'on ne voyait pas forcément en animalerie. Je veux dire, le tout public, quand on connaît les hamsters de base, on connaît les hamsters qui sont en animalerie. Donc j'ai découvert le hamster d'élevage, j'ai découvert la morphologie du hamster d'élevage, j'ai découvert les mutations. Mon côté qui adore l'élevage et rien à faire, on l'a ou on l'a pas, a fait que je me suis lancée. Et forcément j'ai parlé directement avec des éleveurs et pas des gens qui avaient des hamsters d'élevage mais qui n'élevaient pas. J'ai parlé directement avec des éleveurs. Les éleveurs, déjà à l'époque on n'était pas nombreux, on est encore moins nombreux maintenant, mais on n'était déjà pas nombreux. Et donc tout de suite eux ils ont essayé de me lancer directement. J'ai été directement en club aussi, à l'époque il y avait encore un club en Belgique. Et donc c'est vrai que j'étais plongée dans cet univers là avec des gens de tous les côtés qui m'ont dit mais si t'aimes ça, lance-toi, vas-y. Donc forcément c'est vrai que c'est venu assez vite. Quand j'ai eu mon premier hamster d'élevage, j'ai commencé l'élevage en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui me motive à rester active? Je fais d'énormes pauses. Je n'élève pas en continu, donc ça fait depuis 2003, mais je fais des pauses régulières d'un an, parfois un an et demi. Je pense que la plus longue a été de 2 ans et quelques. Il faut savoir que l'élevage c'est énormément de corvée pour très peu de plaisir en retire. Quand vous avez un élevage, que vous avez beaucoup d'animaux, il y a énormément de tâches à faire, et c'est vrai que ça prend du temps. Donc quand je sens que les tâches externes deviennent trop importantes pour moi et que je lâche prise, je préfère faire des pauses. Donc faire des pauses en général ça implique que j'arrête complètement les portées. Si j'ai des hamsters qui sont assez jeunes, c'est vrai que des fois j'en rehome certains. Donc le rehoming c'est le fait de placer des animaux qui ne sont pas des bébés, qui sont des adultes. En général ils sont pas très vieux, dans des bonnes familles, donc je fais ça de la même façon que je place un bébé en fait. Je m'occupe de ceux qui restent comme des animaux de compagnie. Et je fais ça pendant quelques mois, généralement ça va, après ça s'apaise et je peux reprendre l'élevage sereinement. Si on continue sur sa lancée malgré tout en se disant oui mais j'ai des lignées que je vais perdre, si j'arrête j'ai des lignées que je vais perdre parce que je vais pas reproduire telle femelle, après elle sera trop âgée, etc. Si on continue dans cette lancée là, ça devient vraiment un fardeau et c'est pas quelque chose qui est bon pour l'élevage. Quand on élève, c'est un hobby, ça a des
période noire, mais il faut malgré tout que vous ayez l'envie de le faire. À partir du moment où il n'y a plus l'envie, je pense que c'est mieux de stopper, faire une pause et attendre. Et si ça revient, tant mieux. Si ça revient pas, c'est pas grave. On m'a demandé si je faisais un autre boulot à côté. On m'a demandé comment ça se gère avec la vie personnelle. Et on me demande combien je dépense chaque mois pour l'élevage. Donc ça se regroupe. Aucun éleveur éthique, aucun éleveur amateur ne peut vivre de son élevage en rongeur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On avait calculé d'ailleurs avec une amie qui élève du rat. Elle avait calculé que si elle devait tomber à zéro, elle devait vendre chaque raton 70 €, 70 €. Ça, c'est le prix de revient d'un rat quand on compte tout. Donc on compte l'ensemble de l'élevage, on compte les adultes qui ne reproduisent pas, on compte les habitats qu'on doit changer, on compte l'alimentation spécifique, l'alimentation qui est en général la case qui revient le plus cher. Et quand on compte tout, ça veut dire que par bébé, il faudrait compter 50, 60, 70 € pour être à zéro. Donc pas de bénéfice là, je parle. Donc ça veut dire qu'il y a deux façons de faire. Soit vous voulez faire des bénéfices et vous gardez votre façon de faire et à ce moment-là vous devez vendre vos hamsters extrêmement cher. Soit, eh bien vous faites comme toutes les rodent farms, comme tous les éleveurs de gros, comme tous ceux qui sont déclarés qui vendent en animalerie, vous coupez dans les frais. Qu'est-ce qu'on coupe dans les frais? Je vous disais, ce qui coûte le plus cher, c'est la nourriture, donc on donne de la nourriture pas chère, donc de la nourriture caca. On coupe dans les habitats, parce que ça prend beaucoup de place, c'est très cher d'avoir des bons habitats, c'est très cher de mettre de l'enrichissement dans les cages, c'est très cher de mettre énormément de litières à chaque cage, donc forcément on va couper là-dedans. Donc on va mettre le minimum, on vide la cage, on ne met pas d'accessoires, on ne met pas de roues, et on laisse les hamsters au maximum ensemble. S'ils se battent, tant pis, ça part dans les pertes. Donc voilà, ces deux manières de faire, c'est impossible en étant éleveur éthique amateur de gagner des sous. Ça c'est un truc qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête. On ne gagne rien, on perd énormément. Si je prends ma comptabilité pour vous donner une idée, en un an, puisque là ça démarre au 11 août, nous sommes fin août, en un an je suis à moins 987,74 €. Les adoptions sont comptées en positif. Et évidemment tout le reste en négatif. Donc j'ai perdu 900 € malgré ce que j'ai gagné avec les adoptions. Malgré ça, j'ai quand même perdu 900 € sur un an. À savoir que 900 € c'est pas énorme, j'ai pas eu de gros problèmes vétérinaires à gérer. J'ai été 2-3 fois, mais c'était vraiment pas des grosses sommes, j'ai pas eu d'opération, j'ai pas eu... voilà. Donc 900 € c'est une année calme. On peut se retrouver avec des sommes bien plus astronomiques que ça. Donc voilà, non, on ne gagne pas des sous en élevant du rongeur, certainement pas de manière éthique, et oui, on perd beaucoup d'argent, mais c'est un hobby ça coûte des sous, c'est voilà, c'est comme ça que ça marche. Et la question c'était combien je dépense chaque mois. Alors chaque mois je ne saurais pas trop dire. Par exemple, quand j'achète de la litière, j'en achète pas tous les mois. J'ai des achats au fur et à mesure, parfois il faut que je rachète une cage, enfin ça dépend. Si je vais en expo, généralement, j'en profite pour racheter des accessoires parce qu'ils sont moins chers en expo, parfois des cages en deuxième main. Donc les mois où il y a des expos par exemple, je vais dépenser beaucoup plus, et puis les mois calmes entre les expos où je dois pas racheter de nourriture, où je dois pas racheter de litière, ça va être des mois où je vais presque être à zéro dépensé en fait. Donc ça varie vraiment. Est-ce que c'est dur de créer un élevage et qu'est-ce qu'un projet d'élevage? Alors je vais pas m'attarder là-dessus, je vais vous mettre un lien sous la vidéo sur le projet d'élevage, comment créer un projet d'élevage, sur le démarrage d'un élevage. Ça va vraiment répondre à toutes les questions, ça va me prendre un temps fou si je commence à vous expliquer ça. Je vais juste dire que en soi c'est pas quelque chose de compliqué. Simplement, d'une part, ça va vous demander énormément de connaissances. Ça va vous demander d'étudier tout le temps, d'aller voir tout le temps les nouvelles infos, de vous renseigner, et pas seulement à un moment vous dire oh ça va, c'est bon, je connais. Non, c'est pas comme ça que ça marche, on apprend tout le temps. C'est pour ça que les infos évoluent sur nos sites parallèlement, parce qu'on apprend tout le temps. Donc ça va vous demander beaucoup de temps au niveau de l'étude, des renseignements, puis de la gestion de l'élevage en lui-même. Et en même temps, psychologiquement, il faut être quand même très accroché. L'élevage, c'est un peu de joie, beaucoup de corvée et un peu de peine. On a beaucoup d'animaux, donc je vais pas dire que ça nous touche... J'allais dire ça nous touche pas autant de perdre un hamster. Si, ça nous touche autant, mais on arrive peut-être mieux à passer au-dessus. Par contre, psychologiquement c'est éprouvant parce qu'on se met à fond dans un projet. C'est un projet où on est directement responsable de vie. Donc on fait naître des vies et on est directement responsable de ces vies-là. Pas seulement du fait que les hamsters mènent une belle vie toute leur vie,
Pas seulement ça, le fait est que si vous avez des problèmes de santé qui apparaissent sous la lignée, vous vous sentez toujours responsable à un moment. Vous vous dites, est-ce que c'est mes choix? Est-ce que c'est le choix de mes reproducteurs? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais pas dû l'éliminer lui de la reproduction parce que j'hésitais? Voilà, il n'y a pas de réponse. C'est des choses qui vont rester en suspens. Par contre, c'est quelque chose qui va vous travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on fait ça bien, quand on est éthique, évidemment. Il faut quand même savoir gérer psychologiquement le fait d'être responsable de toutes ces vies-là et de se dire que oui, sur toutes ces vies-là, des fois on prend des décisions qui sont pas les bonnes. Moi, le plus gros obstacle que je vois dans l'élevage, c'est le côté psychologique. Et alors pour certaines personnes aussi, moi j'ai moins de mal, mais le côté se séparer des hamsters qui naissent à la maison, ça peut poser problème aussi chez certaines personnes. Je sais que j'aurais le problème avec les chiens, c'est pour ça que je n'élève pas du chien d'ailleurs. Par contre, je ne l'ai pas avec les hamsters, ça va, je sais qu'ils sont bien, je m'y attache pas trop quand ils sont bébés et comme ça se passe bien. Pour tout le reste, allez voir les liens que je vous mets sous la vidéo, comme ça vous aurez un meilleur aperçu. Je fais quand même une parenthèse, à savoir que on est très peu d'éleveurs de hamsters et on est très ouverte aux nouveaux éleveurs. Simplement, pas si il faut tout servir sur un plateau. Donc j'adore avoir des gens qui veulent se lancer dans l'élevage, j'adore les conseiller, les suivre, mais par contre, que ce ne soit pas un projet en l'air, venez me voir quand vous avez déjà un projet qui est plus ou moins construit, qui tient la route, voilà, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais renseignez-vous par vous-même, on n'est pas là pour répondre systématiquement aux questions dont vous avez la réponse sous les yeux. À propos des reproducteurs, d'où viennent-ils, pourquoi et comment les choisir, et quels critères pour qu'ils reproduisent? Alors, mes reproducteurs viennent soit de mes propres portées, soit ils viennent d'autres éleveurs éthiques. Alors, je regarde toujours que les éleveurs d'où ils viennent soient des éleveurs éthiques, je ne veux pas encourager les gens qui élèvent n'importe comment, ça c'est pas possible. Donc généralement ils venaient de chez Mélodie quand elle élevait encore du syrien, ou alors évidemment des éleveurs à l'étranger. Je sais que j'ai vu passer la question à savoir quel est le plus loin où je me suis déplacée pour adopter un hamster, c'était en Angleterre. Après j'ai adopté des hamsters qui viennent de Suède, etc. Mais ça c'est au moment des grosses expos, on se rencontre en expo et alors on échange nos hamsters à ce moment-là. Mes reproducteurs doivent venir d'éleveurs éthiques. Quand j'utilise des reproducteurs externes, ils doivent avoir une bonne morphologie, pas de gros défauts, parce que s'ils ont des gros défauts, forcément je ne les reproduirai pas, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils entrent dans mon projet d'élevage aussi. Juste une petite parenthèse, au niveau du projet d'élevage, vous avez votre projet d'élevage de base et vous avez ce qu'on va appeler un plan d'élevage. Donc plan d'élevage, souvent on le remanie tous les ans ou tous les 6 mois. On regarde un peu ce qui va, ce qui ne va pas. En général, la morphologie, c'est vraiment le premier point du plan d'élevage. Mais après, on se dit, moi je me concentre sur telle variété. Moi, ici pour le moment, par exemple, pour vous donner une idée, moi je me concentre sur tout ce qui est noir, donc de base noire, noir, dove, champagne, etc. Je me concentre sur de l'uni, de l'écaille de tortue et donc du tricolore, dalmatien et un petit peu de rex de temps en temps. Donc ça c'est vraiment mon plan d'élevage. Tout ce qui ne rentre pas dans ce plan d'élevage, je n'adopte pas, ça ne sert à rien. La seule exception c'est un bel agouti, parce que l'agouti c'est le type sauvage et donc c'est des hamsters qui ont toujours une morphologie qui est meilleure. Ça c'est vraiment la seule exception. Ce qui ne rentre pas dans le plan d'élevage, ça ne sert à rien que j'adopte, évidemment. Les hamsters qui reproduisent, évidemment, ils reproduisent que s'ils se développent bien, qu'ils sont bien adultes, qu'ils sont gentils. Évidemment, pas de hamster mordeur, pas de hamster avec un tempérament vraiment trop bizarre. Ils reproduisent que s'ils sont en pleine forme physique, évidemment, s'ils sont pas trop jeunes, pas trop vieux. Ça c'est des choses qu'on voit un petit peu selon les hamsters. Par exemple, il y a des mâles hamsters à 4 mois, ils sont parfaitement adultes, bien formés, ils peuvent reproduire. Il y a des mâles hamsters qui vont grandir jusqu'à 8 mois, on va pas les reproduire à 4 mois, c'est évident. Je sais qu'on m'a demandé au niveau des femelles, elles font généralement une portée dans leur vie. Ça arrive parfois que je fasse 2 portées, soit parce que j'ai pas eu ce que j'avais besoin de ressortir dans la première portée, soit parce que la première portée était tellement belle que je voudrais tester la femelle avec un autre mâle. Mais ça reste très rare, généralement c'est une portée par femelle. Qu'en est-il des tâches quotidiennes? Le temps que ça prend sur une journée, plus le temps pour faire toutes les cages. Qu'en est-il des sorties, manipulation des jeunes, etc. Alors les tâches quotidiennes, je crois que Mélo vous prévoit une vidéo là-dessus. Au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie la nourriture, on met pas à manger tous les jours, mais on vérifie la nourriture, on vérifie l'eau, on manipule un petit peu. Pas tout le monde, ça c'est pas possible, mais on manipule vite fait, donc c'est-à-dire le hamster il est au barreau de la cage, on le sort, on vérifie qu'il va bien,
on lui fait une papouille, un câlin, on le laisse courir 2 petites secondes, par 2 secondes je veux dire 5 minutes, et on le remet dans sa cage. Ça c'est vraiment le truc de base. Pour les sorties, je ne sors pas tout le monde tous les jours évidemment parce que ce serait absolument ingérable, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je fais du rehomming avec notamment les femelles, parce qu'elles ont plus besoin d'exercice, et une fois qu'elles ont reproduit à la maison, généralement j'ai pas le temps de les sortir suffisamment. Quand je suis pas trop attachée à elles, j'aime bien leur trouver une nouvelle famille dans laquelle elles seront le seul hamster ou un des 2 hamsters de la maison, ce qui fait qu'elles vont pouvoir courir beaucoup plus qu'à la maison. Mais au niveau sortie, en général, j'essaye que tout le monde sorte au moins une fois par semaine. Après, ça dépend des hamsters, il y en a qui ne sont pas fans des sorties en parc, etc. Ça dépend vraiment d'un animal à l'autre. Il y en a qui aiment bien sortir, être sur moi, etc. mais pas spécialement aller courir. Donc selon les hamsters, voilà, je regarde un petit peu ce que je peux faire. Ici, j'ai un parc en plexi dont j'ai déjà fait, je pense que je l'ai déjà mis en vidéo. J'ai la salle de bain que je peux fermer, dans laquelle je peux faire courir les hamsters en liberté aussi. J'essaye d'alterner, j'essaye de faire au mieux avec le temps dont je dispose. Pour les manipulations des jeunes, ça compte un petit peu dans mes manipulations journalières, puisque jeune ou pas jeune, finalement tout le monde y passe à peu près. Ce que je vais faire souvent, c'est prendre les jeunes en boîte de transport, aller m'installer sur le sofa, regarder un film et manipuler tout le monde pendant que je regarde. Ou alors je m'installe au milieu du parc et je commence à les manipuler au milieu du parc. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Et on m'a demandé combien de temps je prenais pour faire toutes mes cages. Alors encore une fois, j'en ai aucune idée parce que à aucun moment je vais faire toutes les cages d'un seul coup, c'est pas possible. Là j'en suis à une trentaine de hamsters plus des bébés qui doivent partir mais qui sont déjà un par cage. Donc je pense qu'en tout je dois avoir une bonne quarantaine de cages. C'est impossible que je les fasse tous d'un coup, ou alors je m'y mets jour et nuit. Ça dépend aussi de l'état de mon dos parce que j'ai des problèmes de dos, donc il y a des jours où je ne vais pas pouvoir du tout en faire. Généralement j'essaye d'en faire 1 ou 2 le soir pendant que je suis en train de sortir le hamster et qui court en liberté. Pendant ce temps-là je fais sa cage. Mais c'est super aléatoire, je vais avoir des journées où je me sens bien physiquement. Je vais faire par exemple 10 cages d'un coup, ça m'arrive aussi. À savoir aussi que je ne désinfecte pas mes cages sauf quand je change de hamster dans la cage, quand j'adopte un nouveau, quand il y en a un qui décède, etc. Mes cages elles sont vidées, dépoussiérées, mais c'est tout. Alors suivante, est-ce que tu fais famille d'accueil pour des sauvetages? Alors j'en ai beaucoup fait des sauvetages. J'ai eu beaucoup de problèmes dans le sens où à un moment je pense qu'il faut faire un choix, est-ce qu'on fait refuge ou est-ce qu'on fait éleveur? Faire les deux c'est pas possible, ou alors il faut vraiment ne faire que ça dans la vie. À savoir que les hamsters de sauvetage doivent être dans une pièce différente de mes hamsters, je peux pas les mettre avec eux dans la pièce, donc déjà eux ils prennent une pièce entière, donc je dois commencer à envahir une seconde pièce de la maison pour eux. Ils me demandent du temps, ils empiètent aussi sur le budget de l'élevage finalement. J'ai arrêté de faire famille d'accueil, j'ai arrêté. Ça m'arrive encore, mais globalement j'ai arrêté d'aider systématiquement en étant famille d'accueil. Par contre, je partage énormément les annonces, que ce soit des particuliers, des refuges, etc. Sur ma page, j'encourage toujours les gens à aller voir, et quand j'ai pas de bébé dispo, généralement je rabats les gens vers les refuges, ou quand le refuge est plus près de chez eux que moi par exemple, je les rabats systématiquement sur les refuges, etc. Mais c'est vrai que je fais beaucoup moins qu'avant parce que ça m'a quand même posé pas mal de problèmes au niveau de l'élevage avant. Je l'ai encore fait l'année passée, je le ferai encore s'il y a des urgences, ça m'arrive aussi de faire pas mal de covoites. Je le fais encore au maximum, mais c'est vrai qu'il faut quand même que je mette un holà quelque part et que je fasse la distinction entre l'élevage et des sauvetages éventuels. Voilà, c'est toutes les questions que j'avais recueillies pour cette interview, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, et si vous n'avez vraiment pas de réponse à votre question, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, je verrai si je peux y répondre facilement ou pas. Bah voilà, c'est fini. De toute façon, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo au maximum. Ciao ciao, à bientôt.